d'être là pour vous présenter mes travaux faits à l'INRA, enfin l'INRAE, sur le pilotage du microbiote intestinal pour obtenir le grade d'HDR. Et donc, en fait, mon aventure à l'INRAE qui s'appelait avant INRA, elle a commencé il y a 25 ans, puisque c'est là que j'ai fait mon premier stage de DEA en production animale. À l'époque, c'était sur les hormones de la truite. Et donc, ça m'a bien plu. Donc, j'ai continué, en fait, toujours avec l'INRA, mais en association avec le CNRS et l'UPMC, pour faire une thèse pendant 3 ans et demi sur la résilience des communautés bactériennes, à la fois dans le milieu océanique et dans les stations d'épuration. Et donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à considérer, en fait, les communautés bactériennes comme un ensemble de populations diverses et qui pouvaient collaborer pour avoir des fonctions intéressantes pour. Donc, j'ai continué, vu que ça m'avait bien plu, j'ai continué en postdoctorat en allant en Australie pendant 4 ans et demi, pour cette fois manipuler des communautés microbiennes dans le sol, avec le but de faire de la bioremédiation du 1,2-dichloroéthane. C'est un polluant en fait, de l'industrie du plastique qui s'était retrouvé à contaminer les sols d'une région à côté de Sydney. Donc, pendant cette période, j'ai encadré un technicien et puis j'ai participé au encadrement quand ce technicien a continué en thèse dans le laboratoire. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, je vais me concentrer sur la période qui a suivi mon recrutement fin 2011, début 2012 à l'INRA, à Toulouse. Donc, ça fait 13 ans, en fait. Donc, l'INRA est devenue INRAE. Et puis, j'ai été recruté à l'INRAE pour m'occuper du microbiote animal. Pendant cette période, j'ai pu encadrer 3 techniciens. J'ai fait 2 encadrements de doctorantes à 50%, même s'il y a une des doctorantes qui a arrêté pour des raisons personnelles. Et j'ai fait 4 co-encadrements de doctorants au sens de l'INP, c'est-à-dire que j'ai co-publié avec eux. On a travaillé ensemble et on a co-publié après. Même si c'était encadré par d'autres personnes que moi en termes d'encadrement principal. J'ai également encadré 2 postdocs et j'ai coordonné 12 projets, dont 3 d'une valeur, d'un budget supérieur à 70 000 euros. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que l'INRA finalement a recruté, et le département phase, donc physiologie animale et système d'élevage qui plus est, a recruté un microbiologiste. Eh bien, la réponse est probablement que on suspecte que l'écologie microbienne a un rôle à jouer en élevage. Puisque, en effet, chez l'homme, le microbiote pèse à peu près 200 grammes, mais qu'il a plusieurs rôles potentiels sur la physiologie de l'homme, à la fois sur le cerveau, sur le tissu adipeux, le muscle, le foie, et au niveau plus local, au niveau de l'épithélium intestinal et du système immunitaire. Et donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que le microbiote interagit avec l'autre pour assurer tous ces rôles. Donc, il y a essentiellement 2 moyens. Le premier, ça va être... pourquoi Le premier, ça va être de produire des acides biliaires secondaires. Enfin, globalement, ça va être de produire des métabolites microbiens. Donc, par exemple, les acides biliaires primaires qui sont sécrétés par l'autre vont être transformés par le microbiote en acides biliaires secondaires et vont être réassimilés par l'autre. Et ça va avoir des conséquences à la fois sur le muscle et le tissu adipeux. Et l'autre grand type de métabolites dont je vais parler aujourd'hui, ça va être les acides gras à forte chaîne qui sont synthétisés par la fermentation des fibres par le microbiote. Et donc, ces acides gras à courte chaîne, en fait, on peut voir qu'ils ont des impacts majeurs sur la physiologie de l'autre. Alors, c'est intéressant de voir que ce microbiote, il n'est pas fixe. En fait, il va être sensible à un certain nombre de facteurs environnementaux qui vont pouvoir changer un petit peu ce microbiote intestinal. Donc, chez l'homme, par exemple, on sait qu'il y a un rôle du microbiote maternel. On sait qu'il y a un rôle des antibiotiques. On sait également qu'on recommande de manger 5 fruits et légumes par jour et d'éviter éventuellement les toxines. Donc, est-ce que tout ça, en fait, ça va avoir des conséquences sur le microbiote intestinal? Alors, nous, en élevage, en fait, on va avoir ces leviers-là, plus un autre levier qui n'est pas trop développé chez l'homme, qui est indispensable à une bonne compréhension de ce qui se passe en élevage et qui est la génétique de l'eau. Mais en tout cas, on va essayer de toute façon de faire rouler une pique qui représente l'état stable en fait, du microbiote au début de la vie. Et on va essayer de l'orienter vers un état stable qui va être favorable
Donc, pour nous, favorable, bah, ça veut dire une bonne efficacité alimentaire, ça veut dire une bonne transformation de l'aliment vers de la masse corporelle, une bonne robustesse, spécialement en sevrage, une faible antibiorésistance et une bonne résistance aux pathogènes, donc ça c'est lié, et éventuellement d'agir également sur le bien-être animal. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces microbes, vu que les animaux naissent stériles, donc d'où viennent les microbes qui vont populer, vont coloniser le tube digestif des animaux. Et donc, un des leviers possibles, c'est d'agir donc, sur l'environnement microbien, microbiote environnemental, pour voir si on arrive à moduler de cette façon-là le microbiote intestinal. Donc ça, c'est le modèle, une des façons de répondre, c'est en utilisant le modèle salle-propre-salle-salle qui a été mis au point par Nathalie Leclerc à Rennes. Et on voit que si on met un porc en fait, dans son environnement microbien chargé, on va avoir une stimulation de l'aptoglobine et des leucocytes, donc ce qui traduit l'inflammation. Mais on va également avoir un effet sur le microbiote intestinal. Donc là, je vais juste écrire ce type de graphe qui va revenir plusieurs fois dans la présentation. En fait, ce type de représentation, c'est un moyen de visualiser des communautés microbiennes complexes, puisque chaque point ici, c'est un microbiote avec une série d'espèces présentes. Et donc, on va vouloir visualiser quels microbiotes sont similaires entre eux et quels microbiotes sont différents. Donc là, plus les points sont proches, plus les microbiotes sont proches également. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a deux communautés microbiennes qui ont exactement les mêmes membres, dans les mêmes proportions, bah, en fait, on va avoir deux points superposés. Et plus on va s'éloigner de cette communauté, plus la distance sera importante. C'est pas ce que fait Vincent. Voilà. Et donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que entre la salle en liquide dégradé et la salle propre, on a des points qui sont différents, puisque les points clairs ici sont différents des points foncés. On a bien agi, en modifiant l'environnement microbien, on a bien agi sur le microbiote final. On a fait la même expérience chez le lapin, avec la même constatation que l'environnement microbien va agir sur la composition finale du microbiote intestinal. À part que chez le lapin, on n'a pas le système de l'inflammation. Donc, effectivement, on a mis en évidence que les microbes qui vont coloniser le tube digestif, ils viennent de l'environnement. Et donc, on peut se dire, est-ce qu'on peut agir sur ce phénomène d'inoculation, notamment en jouant sur l'ingestion au moment sur des animaux jeunes. En effet, chez le porc, par exemple, on sait qu'un porcelet consomme 16 grammes par jour de fesses maternelles au sevrage. Et donc ça, on se dit que c'est un peu la voie royale pour la transmission de microbes de la mère au chef. Et donc là, j'ai encadré un projet micro-reset, un projet Carnot, qui a abordé cette question sous le prisme de l'antibiorésistance. Puisque l'antibiorésistance est un enjeu de santé publique, quand on trouve des gènes antibiorésistants contre des pathogènes humains, et que l'on soupçonne qu'il y a une communication potentielle entre des pathogènes antibiorésistants chez les animaux et des pathogènes antibiorésistants chez l'humain. Donc on se dit que globalement, c'est une bonne idée de ne pas avoir trop de gènes antibiorésistants dans le microbiote animal. Alors, on peut évidemment se dire que le premier truc à faire, c'est d'arrêter les antibiotiques. Donc ça, c'est vrai en partie. Quand on arrête les antibiotiques, on voit qu'il y a une diminution d'un certain nombre de gènes d'antibiorésistance, mais ce n'est pas toujours vrai, puisqu'il y a plein de gènes d'antibiorésistance qui en fait n'ont pas de coût de fitness écologique. Et du coup, même en arrêtant les antibiotiques, ils continuent à se propager donc par l'ingestion probablement de fesses par les animaux, fesses qui viennent de leur mère. Et donc nous, on a voulu agir en utilisant le microbiote comme levier. Et la façon dont on a procédé, c'est qu'on a identifié des truies qui n'avaient pas beaucoup de gènes d'antibiorésistance. On a réalisé des suspensions fécales et on a gavé ces suspensions fécales au porcelet. Et donc, on a produit 40 porcelets chez lesquels on a suivi les gènes d'antibiorésistance, le 16S, donc ça veut dire en fait l'identité des microbes présents, et les colies antibiorésistants. On a fait la même chose chez le lapin en rajoutant une modalité, au lieu de gaver des suspensions fécales,
On a simplement mis des pelotes fécales dans le livre. Et donc, voici les résultats. Donc, le résultat qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible effectivement d'orienter des communautés par évacuation. Ici, à droite, vous avez les résultats qui concernent les porcelets, et à gauche, vous avez les résultats qui concernent les porcelets, à droite, vous avez les résultats qui concernent les appros. Et donc, on voit sur notre représentation multidimensionnelle que le groupe contrôle est dans un état qui est différent du groupe de porcelets gavé avec la suspension SA et qui est différent du groupe de porcelets gavé avec la suspension SA. Chez le lapin, on constate la même chose, mais de façon plus marquée, puisque le contrôle ici en violet est vraiment très différent de la suspension 1 en rouge, que ce soit gavé ou ajouté en tant que pelote fécale, et de la suspension 2. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, effectivement, certains gènes d'antibiorésistance peuvent être diminués, mais qu'il n'y a pas de variabilité. C'est-à-dire qu'ici, finalement, la suspension S1 diminue 2 gènes d'antibiorésistance, alors que la S2 ne fonctionne pas. Et même des fois, ça augmente les gènes d'antibiorésistance, accidentellement ceux qu'on n'avait pas screenés. Pareil pour le lapin, on voit que les deux suspensions en fait, se comportent différemment et que les deux peuvent aussi inoculer en fait, des gènes d'antibiorésistance. Et donc, si on regarde ce qui se passe en termes des entérobactéries qui sont sentinelles de l'antibiorésistance, on constate une image très cohérente finalement, avec chez le porcelet au sevrage, pas d'exclusion vraiment satisfaisante des colis porteurs d'antibiorésistance, alors que chez le lapin, on voit qu'on a une grande variabilité de l'exclusion, avec des grosses différences, notamment sur des populations qui sont bien orientées des populations, des communautés microbiennes sur la slide précédente. Donc, la conclusion de ce projet, c'est que il est possible d'orienter les communautés par inoculation. Ceci dit un peu mieux les communautés de lapins que les communautés de porcs, probablement parce que chez le lapin, on a moins de contact avec la mère que chez le porc. Mais surtout que les communautés établies, elles sont moins robustes à l'envahisseur. Ça, c'est une idée qu'on avait depuis assez longtemps, mais qui a été vraiment redémontrée, à mon sens, récemment par le groupe de Kevin Foster, qui a montré qu'en fait, la sensibilité à un envahisseur, ça va dépendre du nombre de substrats carbonés utilisables par l'envahisseur et disponibles dans l'intestin. Donc, nous, dans notre cas, ici dans l'exemple, il y a des communautés microbiennes, donc la communauté rouge, qui portent des populations de microbes différentes et qui vont occuper des niches de substrats différentes. Et donc ici, elles en occupent 2 sur 6, 7, 2 sur 7. La communauté jaune, ici, elle va être plus résistante à l'envahisseur, puisqu'elle en occupe 4 sur les 7. Et donc, nous, en fait, c'est ça, en fait, probablement qu'on a vu. Sur les communautés microbiennes qu'on a sélectionnées, il y a probablement une couverture de substrats qui était différente. On aurait pu faire l'expérience de mélanger les deux communautés et de voir si ça excluait mieux, mais on n'a pas fait à l'époque, parce qu'on avait peur, en fait, des interactions entre communautés qui évoluaient de façon différente. Donc, si on a une communauté qui évolue dans un environnement A et une communauté qui évolue dans un environnement B, on mélange les deux, on ne savait pas exactement ce que ça pouvait avoir comme conséquence. C'est pas trop aventuré là-dessus. Notamment ce que ça pouvait avoir comme conséquence pour les phages. C'est-à-dire que dans une communauté microbienne, on a des bactéries, et les phages qui lisent les bactéries. Et donc, si on mélange deux communautés qui ne sont pas de façon stable ensemble, on ne savait pas vraiment ce que ça pouvait avoir comme conséquence. Sur un autre projet qui dérive de ce projet-là, on a également vérifié en collaboration avec Marianne Petit à Jouy, qu'il y a finalement peu de gènes d'antibiorésistance dans la fraction virale. Donc, on a bien raison de se concentrer sur les gènes d'antibiorésistance qui sont présents chez les bactéries. Donc, il est possible d'orienter les communautés par inoculation, mais d'un point de vue élevage, ça va être compliqué de mettre ça en œuvre à une grande échelle. Donc, on peut aussi s'intéresser au fait de est-ce que finalement, on peut modifier le microbiote des mères directement pour transmettre des bactéries bénéfiques, donc des qui sont favorables. Bon. Et donc, ça, c'est la question que j'ai pu explorer, que j'ai eu la chance d'explorer avec Sekou Cissé, en fait, avec Amine Benaria, chez Norfit, où on a montré qu'en fait, si on donne autrui un extrait de citron, on va changer
significativement la composition des communautés microbiennes, notamment en ce qui concerne les lactobacilles, et que ce changement s'est corrélé à une meilleure performance, c'est-à-dire un meilleur gain de poids des porcelets entre 24 heures et 7 jours. Donc ça, c'était hyper intéressant, parce que c'est intéressant d'avoir des porcelets relativement lourds. Mais on voulait savoir si on pouvait aussi modifier l'efficacité alimentaire au-delà du sevrage. Donc l'efficacité alimentaire, c'est l'efficacité avec laquelle l'aliment est converti en masse musculaire. Et donc une des façons de répondre, c'était un travail fait avec l'entreprise Topic, c'était d'avoir une cohorte de porcs des deux sexes, donc mâle et femelle, sous deux régimes, régime fibreux et régime maïs-soja, et de voir si quand on prend le microbiote des porcs efficaces par rapport au microbiote des porcs non efficaces, parce que là, on voyait une différence de microbiote. Et donc, c'est la partie du haut de cette slide. Donc, vous voyez que, particulièrement chez les femelles, mais aussi statistiquement chez les mâles sur régime fibreux, on a une différence de microbiote entre les animaux efficaces et les animaux non efficaces. En revanche, sur le régime maïs-soja, on n'a pas de différence. Ça, c'est probablement dû au fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de microbiote pour digérer les régimes maïs-soja. Et donc, la question d'après, c'est est-ce qu'on peut prédire, si on dit, OK, il y a des espèces plutôt bénéfiques à l'efficacité, est-ce qu'on peut prédire l'efficacité sur les animaux? Donc là, c'est la prédiction qui est réalisée avec des espèces qui sont différentes, qui ont été vues comme différentes. Et donc, on voit que la prédiction, bon, elle est significative, mais la précision à un carré de 0,14 ou 0,11, elle est assez faible. Donc, c'est demandé, étant donné qu'on avait une différence sur les régimes, entre les régimes maïs-soja et les régimes fibreux, on s'est demandé si on n'irait pas mieux finalement sur des aspects de digestibilité plutôt que sur l'efficacité globale. Et donc ça, c'est le travail, j'ai donc eu la chance de participer au travail de David Guéru, qui était en thèse avec Kylian Schiffer, dans le contexte de l'ANR profil, où là, il y avait 1600 porcs large white, avec, qui étaient bien caractérisés. Et pareil, on fait un modèle. Donc là, il y a plusieurs modèles, donc je ne vais pas décrire ça en détail. Je vais juste se concentrer sur la barre bleue, qui est le modèle avec tous les éléments. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'arriver à prédire l'efficacité en ayant des données de génomique, des données de microbiote et des données de génétique plus microbiote. Et donc, on voit ici que les données génétiques parviennent à prédire un petit peu l'efficacité. Le modèle microbiote, il n'arrive pas vraiment à prédire l'efficacité, donc ça c'est bien cohérent avec ce qu'on peut voir. Et que le fait d'ajouter les données de microbiote aux données génétiques n'augmente pas vraiment la qualité de la prédiction. En revanche, en ce qui concerne la digestibilité, précisément la digestibilité de l'énergie, on voit que le modèle génétique n'est pas très performant pour prédire ça, alors que le modèle entraîné avec les données microbiotes est assez bon pour prédire la digestibilité de l'énergie. Et le fait de combiner les deux ne meilleur pas vraiment. Donc, de ça, on tire que le microbiote est plus lié finalement à la digestibilité, plus directement à la digestibilité qu'à l'efficacité, qui va dépendre de tout un tas d'autres facteurs qui sont propres à l'animal. Et donc ça, c'est une façon de voir quand on essaye de voir espèce microbienne par espèce microbienne. En fait, c'est ça que font ces modèles-là. Mais une autre façon de voir, c'est de dire finalement, les communautés, ça forme un ensemble. Et ce qui est important, c'est la communauté dans son ensemble et pas la présence d'une bactérie prise séparément. Et donc, c'est là qu'on arrive à la notion d'entérotype, qui a été initialement mise en évidence chez l'homme par Joël et qui a été mise en évidence pour la première fois chez le porc par Moria. Donc, voilà, c'est la suite. Et donc, ça, c'est un travail qu'on a pu faire, qui fait partie du travail de thèse de Mathilde Sellour, que j'ai encadré à 50% avec David Renaudot à Rennes. Et on a collaboré aussi avec Élodie Merlot, qui avait une cohorte de porcs qui ont été prélevés pour leur microbiote dans 16 élevages différents. Donc, sur 16 élevages différents, on regarde comment se distribuent les communautés microbiennes. Toujours avec la même représentation. Donc, un point, c'est un échantillon. Et donc, on voit en fait, avec un algorithme qui définit des entérotypes, on voit que les échantillons sur les 16 élevages vont se distribuer dans 4 entérotypes différents. Et chacun de ces 4 entérotypes est présent dans chacun des 16 élevages. Et de façon intéressante,
L'entérotype E4, qui semble un peu plus mature parce que dominé par Prevotella, il a un gain de poids relatif, il est associé en fait à un gain de poids relatif du porcelet qui est supérieur à l'entérotype E3 et E2. Par contre, en explorant un peu plus dans la thèse, cette notion d'entérotype, bah, c'est un petit peu compliqué au niveau à utiliser au niveau de l'engraissement, puisqu'on a du mal à identifier, il y avait cette idée que les entérotypes, ça donnait un peu une vallée globale et qu'après, on allait évoluer dans cette vallée globale. Mais en réalité, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait avoir une variation des entérotypes. Donc, les entérotypes, au cours de la carrière de l'animal, ont changé, ça, c'est à la rigueur attendu. Mais par contre, on n'a pas vraiment de relation entre l'appartenance à un entérotype à un temps n et l'appartenance de cet animal à un autre entérotype au temps n plus 1. Si, par exemple, les 17 femelles, enfin, les 17 femelles qui appartenaient à l'entérotype post-winning 1 vont se distribuer dans les deux entérotypes sans qu'il y ait vraiment de règles. Donc, peut-être que les entérotypes, c'est pas aussi marqué, en tout cas, vu comme on les observe là, c'est pas forcément aussi marqué que ce qu'on pensait. Et donc, on va poser la question de est-ce qu'il y a quand même des communautés qui produisent des métabolites différents? Et on avait un peu la même question en fait en thèse. On voulait voir comment fonctionnait un digester anaérobie avec une publique qui a un peu marqué le domaine qui s'appelle How Stable is Stable. L'idée de ça, c'est que finalement, on avait des communautés qui évoluaient, qui n'arrêtaient pas de changer, et pourtant, elles arrivaient à fournir un service qui était stable au cours du temps. Donc, le service stable au cours du temps, pour nous, ça serait d'avoir des métabolites qui sont bien marqués, différents. Alors, on pourrait attaquer cette question avec des outils d'inférence fonctionnelle à partir des données de séquençage qu'on a. Mais en fait, en essayant de valider ces outils, notamment en collaborant avec Jordi et Stélé à Jouy, dans le cadre de l'ANR microfilm, on n'a pas vraiment réussi à confirmer l'outil leader sur le domaine qui est PyTrust2. Du coup, ce n'était pas très satisfaisant. Donc, j'ai préféré m'orienter vers la mesure concrète des métabolites du microbiote intestinal dans des conditions les plus proches possibles de l'in situ. Et je me suis dit, en fait, les conditions in situ, c'est quoi? C'est l'aliment qui est digéré par l'estomac, les sucs pancréatiques. Il va y avoir tout un tas de molécules de petite taille qui vont être absorbées par l'hôte au niveau de l'intestin elle, et il va y avoir des molécules de plus grande taille qui vont soutenir la fermentation microbienne au niveau du côlon. Et donc, nous, c'est ça qu'on étudier, c'est quels sont les métabolites qui sont produits par les comités intestinales au niveau du côlon. Et donc, j'ai utilisé un protocole j'ai adapté un protocole qui existe, qui existe depuis assez longtemps, depuis les années 90, pour faire une digestion in vitro, stimuler en fait une première partie de façon abiotique. Donc, on va utiliser la pepsine, on va utiliser la pancréatine au bon pH et au bon temps d'incubation. Et après, on va simuler, on va évacuer toutes les petites molécules en réalisant une filtration. Et on va garder la fraction insoluble, c'est-à-dire toutes les particules qui sont supérieures à 50 microns. Et donc, dans cette fraction insoluble, qui représente à peu près 30% de la masse de l'aliment initial, on va retrouver des protéines, des fibres insolubles et des fibres solubles au sens chimique du terme. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ensemble les communautés intestinales qu'on a récupérées, donc en fait, souvent c'est les communautés fécales, avec cette fraction insoluble, en situation anaérobie, et on va observer des acides gras courts qui sont produits, qui sont dissous, ou d'autres métabolites, et les gaz fermentés. Donc, pour poser cette question, le lapin, c'est un très bon modèle, parce que dans l'alimentation du lapin, il y a une grosse fraction qui est en fait de la fibre. Sur 130 aliments, de 130 grammes d'aliments, il y a 51 grammes de fibres à peu près. Et il y a une relativement bonne digestibilité de ces fibres qui font que les fibres chez le lapin représentent 10 à 30% de l'énergie. C'est un bon modèle pour poser nos questions. D'autant qu'on a la chance d'avoir des collègues généticiens, que je vois en fond de salle, qui avaient sélectionné des lapins efficaces et non efficaces sur 8 générations. Donc, avec une petite utilité ici entre les deux lapins efficaces, une qui est sélectionnée en conditions de restriction alimentaire et l'autre qui est sélectionnée en conditions agricoles. Mais voilà, on avait donc 3 communautés microbiennes potentiellement différentes. Et donc, on a premièrement posé la question, est-ce qu'on voit cette différence avec notre outil un peu
un peu basique qui est le séquençage CSS de partie du génome microbien. Et donc la réponse est oui, on voit bien sur nos représentations, là, on voit bien une séparation entre les trois lignes. Et donc, on a appliqué ici avec les collègues de Prose le protocole de digestion et on a mesuré le gaz et les acides gras autogènes qui sont issus. On a aussi séquencé pour savoir quelles sont les bactéries qui ont assuré cette fermentation. Et donc, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que chez les deux lignées qui sont efficaces, donc représentées à gauche ici, on a un équilibre propionate et hydrogène qui est différent par rapport à la lignée contrôlée. Et ça coïncide très bien avec les données CSS, notamment avec Faecalibacter et Spelenomaculum, qui sont deux genres microbiens qui sont surabondants chez les espèces sélectionnées et qui sont connus pour produire du propionate, qui est représenté ici en C3. Et donc, si on fait plus de C3, ça semble un peu logique, on oriente les flux par ici, et donc on a moins d'hydrogène ou plus d'hydrogène. Donc, si on continue sur cette lancée, en fait, on va, grâce à un financement en phase, et puis combiné avec un financement européen à la Philachine, on a continué à explorer cette relation entre génétique et microbiote en utilisant le fait qu'on peut faire des adoptions croisées. Donc, comme les lapros naissent stériles, on sait que si on les change de nid avant 24 heures, ils vont ils vont être exposés au microbiote maternel de la mère adoptive. Et donc, ils auront leur génétique qui, elle, ne change pas. Donc, on a constitué 4 groupes de lapins ici, en mélangeant, en fait, la lignée contrôle G0 et la lignée concert G10. Pour des raisons de budget, on a laissé tomber un petit peu la lignée AMR que je vous ai présentée précédemment. Et donc, on a fini avec 4 groupes de lapins. Et chez ces 4 groupes de lapins, on peut regarder leur efficacité alimentaire. Donc, je vous propose de regarder essentiellement ce qui se passe avec les lapins, les lapros de génétique génie, donc représentés en bleu sur ce graphe, quand on les met sous une lapine G10 ou G0. Et donc, on voit qu'il y a 3 bandes, et dans chacune des 3 bandes, en fait, quand on fait une adoption par une lapine G0, on a une diminution de l'efficacité, c'est-à-dire que pour nous, c'est bien, parce qu'on veut moins de kilos d'aliments pour faire 1 kilo de lapin. Donc ici, plus on est bas, mieux on est. Donc on voit que l'adoption par les lapines G0, ça va avoir un impact sur l'efficacité alimentaire. Et donc, si on regarde au niveau du microbiote avec notre représentation habituelle de cette test, on voit qu'on a bien à la fois un impact de l'adoption et un impact de la génétique pour finir avec 4 groupes de communautés différentes. Et par contre, si on regarde la conséquence sur le propionate microbien, toujours avec le même protocole dans les bouteilles séparées, on voit que pour les animaux G10, on augmente le propionate quand on adopte par une communauté G0, qui est quand même relativement inattendu, dans 2 bandes sur 3. Donc là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé sur cette 3e bande. C'est potentiellement lié à une exposition d'antibiotiques qu'on a dû mettre entre la bande 2 et la bande 3. Mais bon, voilà. Là, on ne sait pas trop exactement comment conclure. Par contre, on a d'autres collègues généticiens qui ont cette fois des ports examinés sur la consommation visuelle, c'est-à-dire sur l'efficacité. Donc, on a des ports efficaces et non efficaces qui ont été sélectionnés cette fois pendant 10 générations. C'est les demi-expérimentales CMJR en français ou RFI en anglais, qui étaient gérés jusqu'à récemment par Hélène Gilbert. Et donc là, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Amir Bari sur ces ports-là, toujours avec la même approche, de d'abord regarder en CSS et de vérifier qu'il y a bien une différence sur un certain nombre de genres entre les deux lignées, et après appliquer le protocole de digestion micro et de mesurer les métabolites produits. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que chez les porcs efficaces, représentés en bleu, on a une augmentation, on a un microbiote qui, même quand il est pris de façon extérieure à l'animal, qui va produire plus d'acétate et plus de propionate à partir de la fraction insoluble. Et donc là, on pourrait se dire, ok, c'est donc bien de produire du propionate, que c'est ce que font les animaux efficaces. Et en fait, en regardant un peu plus en détail les données, on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre la quantité de propionate des porcs chez les porcs efficaces et une corrélation très significative entre la quantité de propionate qui est produit, qu'on a mesuré in vitro, et l'épaisseur de l'arbre dorsal.
Et donc, ça veut dire que c'est efficace, oui, mais en fait, ça devient surtout d'adresse. Et c'est une relation qu'on n'a pas du tout chez les porcs non efficaces. Donc, en séquençant le contenu des fioles, on voit que cette fermentation, elle est essentiellement drivée par Prevotella et les lactobacilles. Et donc, ça permet de se présenter un schéma comme ça, où on suppose que la fraction insoluble, elle est digérée par la voie du succinate, qu'on détecte également en CPA, en acétate et en propionate. Et que cet acétate et le propionate, en fait, ils vont stimuler probablement le GPR43 qui est présent sur le tissu animeux, soit directement, soit indirectement dans le cas du propionate, en passant par une étape de déglucogénèse. Pour valider un peu le modèle, c'est rassurant de voir que cette relation entre les lactobacilles, qu'on voit ici, et les données mesurées in vivo sont proches, puisque le lactobacille, sur la totalité de l'accord, a également été associé à l'épaisseur de l'arbre dorsal. Sauf qu'on ne savait pas trop pourquoi est-ce qu'on avait cette association. Et donc là, ça permet de poser une hypothèse un peu plus précise. Et donc, par rapport à notre question de savoir est-ce qu'on peut piloter, utiliser le microbiote pour piloter les performances, bah, sur cet aliment bien précis, en fait, la réponse, elle est un petit peu plus difficile que de dire les ports RFI font bien et les ports HRFI font pas bien. En fait, quand on est dans un contexte génétique de ports RFI, de ports efficaces, on voit qu'on a une variabilité entre des microbiotes qui font beaucoup d'acide gras à courte chaîne et d'autres qui en font pas, et que ça se traduit par des épaisseurs de l'arbre dorsal différentes. En revanche, chez les ports HRFI, bah, il n'y a pas vraiment de contrôle. Et donc, ça pose la question, si ça on le voit au niveau de lignée, ça pose la question de savoir ce qui se passe au niveau des races. Surtout qu'entre des races différentes, c'est le travail de Mathilde, on voit qu'il y a des communautés qui sont bien distinguées entre des races de porcs différentes. Et si on reprend notre méthodologie pour la fermentation in vitro, ici c'est le profil moyen des lignées RFI, je l'ai présenté juste avant. Et là, c'est les profils moyens des porcs large white. Et on voit qu'on a une grande différence sur la fraction insoluble ici. On voit qu'on a une grande différence avec des porcs large white qui finalement ne présentent pas ils font plus d'acétate, pas du C2, mais quasiment pas de propionate, de butyrate ou de valérate, de C3, de C4 ou de C5. Donc on a des variabilités entre les races de porcs de fermentation. Et on retrouve cette variabilité également de l'amidon résistant par rapport au profil moyen des RFI. Si on regarde le profil moyen des RFI et le profil moyen des large white, on voit qu'on a aussi des différences. Donc il y a des différences fonctionnelles de fermentation chez les races de porcs. Alors non seulement il y a des différences fonctionnelles, mais en plus, le microbiote va s'adapter chez une fibreux. Ici, dans un travail de Mathilde, on a mis des porcs en alternance entre régime fibreux, entre régime riche en fibres et pauvre en fibres. Et on voit qu'il y a plusieurs espèces qui, en fait, sont très résilientes, c'est-à-dire qu'elles sont quasiment indétectables en profil riche en fibres et elles deviennent très riches en profil pauvre en fibres et vice-versa. Donc, on a des microbiotes qui s'adaptent au bout de 3 semaines. Parce que ça, c'est des points qui sont mesurés au bout de 3 semaines après d'adaptation. Les microbiotes, ceci étant, ils ne s'adaptent pas immédiatement. Les porcs large white mentionnés précédemment, et quand on regarde plus en détail la fermentation de l'amidon résistant, on voit qu'il y a une différence de fermentation entre des porcs qui étaient exposés, dont le microbiote a été exposé à un régime riche en fibres, par rapport à un microbiote qui était pas au porc, dont le microbiote était exposé à un régime pauvre en fibres. Et donc, notamment pour le butyrate et le valérate. Et malheureusement, pas pour le propionate, mais bon, ça, c'est les résultats qui sont comme ça. Voilà. Donc, la génétique, c'est quand même un élément essentiel qu'on ne peut pas ignorer quand on veut piloter des performances au niveau de l'élevage. Et en plus, elle peut être utile même pour piloter le bien-être. Là, j'ai eu la chance de collaborer avec Nargis Rémy, qui est en thèse avec Christine Poirier, et qui étudiait des cailles en modèle pour le comportement. Et donc, on a des lignées de cailles émotives et non émotives. Et donc, toujours pareil, on commence à regarder par le CSS pour voir s'il y a une différence. Oui, une différence entre les lignées. Voilà. Et donc, pour vérifier que le microbiote est causal, on va injecter des communautés qu'on sait différentes dans des cailles émotives. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on arrive bien à modifier un certain nombre de familles du microbiote,
Et en plus, la caille, on peut mesurer l'émotivité très facilement parce qu'elle a évolué en comportement assez bizarre. Si on la met sur le dos, en fait, plus la caille est stressée, plus elle va faire la morte plus longtemps. Se disant que le lion ne va pas la manger parce qu'elle fait la morte. Marche pas avec les hommes. Et donc, on constate qu'ici, quand on injecte des microbiotes de caille de plus, des microbiotes de caille de moins, avec ces compositions-là, on a modifié l'immobilité tonique. Donc, potentiellement, on aurait une application microbiote et bien-être animal, avec par exemple des produits qui pourraient s'appeler AGI, tranquille. Bon, on verra comment on appelle si ça marche. Voilà, donc pour faire le bilan des leviers disponibles et du projet scientifique, pourquoi, à mon sens, c'est pertinent d'essayer de moduler le propionate, puisqu'on observe, j'ai montré qu'on observait une variabilité de la production de propionate à la fois chez les lapins et les porcs, en lien avec l'efficacité. On observe également une variabilité du propionate sur le terrain, puisque ça, c'est une publication de l'équipe. On voit que selon la maternité, le propionate, c'est la première étape. Selon la maternité, on n'a pas les mêmes niveaux relatifs de propionate. Et c'est une différence qui peut se maintenir même après le sevrage, quand les porcelets sont transférés dans un bâtiment commun. Donc voilà, le propionate, c'est aussi un activateur du GPR43 et c'est plus efficace dans cette activation que le butyrate, dont on parle souvent, et infusé chez les statiques qui peut même inhiber certains pathogènes comme les salmonelles. Et du coup, la question, ça devient comment est-ce qu'on produit le propionate. Pour moi, on va commencer sur le levier nutrition en collaboration avec GEPO. Donc, on est en train de monter une thèse CIF ensemble. Ça aussi, on est aujourd'hui sur le passage de l'HDR. Pour utiliser les fibres et la xylanase pour modifier les profils fermenteurs. Voilà, les phages, j'en ai pas trop parlé parce qu'en fait, ça n'a pas trop marché. C'est une levier de modification. La génétique, bon, c'est un levier surtout pour le généticien. Mais par contre, pour nous, pour travailler sur l'innovation, en fait, il faut tenir compte du fait qu'il y a un levier génétique et qu'il faut vérifier que les solutions qu'on propose, elles marchent dans la génétique qu'on propose de considérer. Et donc, on pourrait inoculer des suspensions fécales complexes, mais ça, c'est potentiellement un souci réglementaire. Donc, on va plutôt s'orienter vers des suspensions d'isolat. Pour ça, il faut qu'on ait une bonne méthode d'isolation, bonne méthode de screening et une bonne méthode d'inoculation. Donc, rapidement, j'ai coordonné un projet en collaboration avec le LAS, qui s'appelait IDEX Émergence, où l'idée c'était d'attaquer isoler des bactéries grâce à la microfluidique, en isolant les bactéries une par une et en les faisant pousser dans des gouttelettes. Donc, ça a commencé à marcher sur le modèle Escherichia coli. Et en fait, on avait un problème de stabilité des gouttelettes. Donc, on a essayé de résoudre le problème en utilisant des gels d'alginate, mais ça n'a pas trop fonctionné. Et donc, j'ai vu que ça n'arrêtait pas de se pousser. Donc, finalement, moi, je considérais que la microfluidique n'était pas assez robuste pour ce qu'on pouvait faire. Et donc, grâce à des fonds propres et à un financement Carnot, j'ai pu acheter un robot qui est une solution commerciale pour faire du repiquage à haut débit dans une chambre à néolithique. Voilà, ça, c'est un exemple de plaques. Et on peut utiliser ces plaques pour repiquer à haut débit 536 colonies sans problème, sur lesquelles on peut utiliser notre méthode de séquençage pour voir qu'est-ce qu'on a capturé. Et donc là, c'est cohérent avec la littérature, on s'aperçoit que finalement, on arrive à cultiver un pourcentage non négligeable des cellules. Donc, c'est potentiellement un outil intéressant, même s'il ne sera jamais total. Et donc, il s'agit de screener. Alors, on pourrait screener sur la base des séquences CSS. En fait, on a commencé un peu à essayer de faire ça, mais finalement, il y a un risque de se tromper dans la cible. Et puis, il y a un délai important entre le moment où on collecte et le moment où on a les résultats, etc. Après, on a plus ou moins laissé, j'ai abandonné le pic. Et je préférerais, dans les prochaines années, me concentrer sur la capacité à modifier les acidages courtes des communautés microbiennes directement. Donc, en prenant des poules de microbiotes plus ou moins importants en termes de propionate. On a d'ailleurs commencé un projet là pour voir s'il y avait des différences de fermentation entre les entérotypes, un projet ferment entérotypique. Mais donc, partir de microbiotes dont on sait qu'ils arrivent à faire du propionate de façon efficace, et essayer de collecter ces isolats de ces microbiotes-là et de les réinoculer à des microbiotes in vitro pour voir si on arrive à stimuler la production de propionate. Et donc ça serait possible, ça suppose de pouvoir mesurer le propionate dans plein d'échantillons différents. Donc ça, c'est pour ça qu'on a commencé une collaboration avec Anna Soniga à Montpellier.
Une fois qu'on a ça, moi j'espère qu'on aura des idolats qui ont un impact soit positif, soit négatif sur le profilage, et qu'on puisse tester cette idole-là sur un grand nombre d'individus en utilisant le modèle in vitro que je vous ai décrit précédemment. Voilà, et puis après, la dernière étape, ça sera de les manipuler. Donc là, on a pu expérimenter déjà une prémanip, en quelque sorte, dans le cadre du projet Beta, avec un cocktail de 384 souches. Et on voit que sur ces 384 souches, il y en a quelques-unes dont on est sûr qu'elles sont implantées à partir du cocktail. On voit qu'il y a plusieurs souches ici en bleu qui sont implantées chez les porcelets gamés et qui n'étaient pas dans le cocktail mais qui ont été modifiées. OK. Et qu'il y a un grand nombre de souches, finalement, que ce soit aérobie, anaérobie ou peut-être anaérobie, dont l'origine n'est pas forcément certaine. Donc, on rejoint en fait l'observation qu'on avait précédemment que chez le porc, l'évacuation, il faudrait quand même un peu l'augmenter. Et donc, pour moi, on pourrait utiliser des bidaginates pour encapsuler les isolats et les faire vraiment en communauté qu'ils soient présents ensemble dans la bille et que la bille se disloque en fait au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du col. Voilà, donc en conclusion, par rapport à nos objectifs initiaux, de bonne efficacité, de bonne robustesse, de bien-être animal, on peut dire qu'on est un petit peu plus près, quoi. Donc, j'espère aller carrément plus loin dans les prochaines années. Donc avec ça, je voudrais remercier mon jury, plus, euh, voilà, remercier les financeurs et vous remercier tous. J'ai mis beaucoup de temps à écrire merci. Donc, merci à toi. Merci. Et voilà.